On parle ici de l'USS Gerald R. Ford, le navire de guerre le plus cher et le plus complexe jamais construit par l'humanité. Un mastodonte de 333 mètres de long, propulsé par 2 réacteurs nucléaires qui lui donnent une autonomie quasi illimitée. Ce monstre de 100 000 tonnes est le premier de sa classe à utiliser des catapultes électromagnétiques capables de projeter des vagues de chasseurs furtifs F-35 en quelques secondes. C'est en résumé une base aérienne souveraine et imprenable, du moins en apparence. Le monde regarde ailleurs, distrait par les tensions en Europe de l'Est ou en mer de Chine. Mais ici, dans les eaux tièdes et saumâtres du golfe arabo-persique, la réalité du pouvoir est en train de basculer. Vous voyez ce porte-avions, c'est le sommet de la technologie humaine. 13 milliards de dollars, 5000 marins, une puissance de feu capable de rayer une capitale de la carte. Et pourtant, au moment où je vous parle, son commandant ne dort plus. Pourquoi? Parce que sous sa coque, dans l'obscurité totale des fonds marins, des ombres se déplacent. Elles ne font pas de bruit. Elles ne sont pas détectées par les satellites, ce sont les sous-marins iraniens. Ce n'est pas une simple manœuvre navale, c'est un encerclement stratégique. Washington le sait, mais ne peut pas l'avouer. Bienvenue sur Global Media Channel. Aujourd'hui, on ne va pas seulement parler d'actualité. On va plonger dans le dossier le plus explosif de 2026. On va voir comment l'Iran, avec une fraction du budget du Pentagone, a réussi à transformer la marine la plus puissante de l'histoire en une cible vulnérable. On va décrypter le piège géographique, l'asymétrie technologique et surtout pourquoi les États-Unis sont aujourd'hui beaucoup moins à l'aise qu'ils ne le montrent. Attachez vos ceintures, l'analyse commence maintenant. Pour comprendre cette crise, il faut briser une idée reçue. La taille ne fait pas la force dans le Golfe. L'US Navy est bâti pour l'océan bleu. Ces sous-marins nucléaires de classe Virginia sont des prédateurs des abysses, conçus pour traquer l'ennemi à 400 mètres de profondeur. Mais le Golfe, c'est une baignoire. La profondeur moyenne n'est que de 50 mètres. Dans cet espace, un colosse de 115 mètres de long est un éléphant dans un magasin de porcelaine. L'Iran, de son côté, a développé la doctrine de la guerre des moustiques. Le fer de lance de Téhéran, c'est la classe Gadir. Ce sont des mini-sous-marins de 29 mètres de long. Ils sont rustiques, bruyants en surface, mais redoutables en immersion. En 2026, l'Iran a perfectionné ses moteurs électriques et ses revêtements, qui absorbe les ondes sonores. Pourquoi c'est un génie tactique? Parce qu'un Gadir peut se poser sur le sable, au fond du détroit, et éteindre tous ses systèmes. Il devient alors une pierre acoustique. Aucun sonar moderne ne peut le distinguer d'un rocher ou d'une épave. Il peut attendre ainsi des jours, juste sur le passage des destroyers américains. L'Iran n'a pas besoin de détruire la flotte, il lui suffit de montrer qu'il est là, tapis, prêt à frapper. C'est l'asymétrie totale, une unité à 20 millions de dollars qui menace un groupe aéronaval à 20 milliards. Mais l'Iran ne s'est pas arrêté là. Le nouveau modèle, le Fateh, est plus lourd, plus endurant et capable de tirer des missiles de croisière en étant immergé. En saturant le Golfe de dizaines de ces petites unités, l'Iran ne crée pas une ligne de front. Il crée un brouillard de guerre sous-marin. Entrons dans le pourquoi technique. Pourquoi la technologie américaine, pourtant supérieure, échoue-t-elle ici? La réponse tient en un mot, la bathymétrie. Le Golfe est peu profond, très chaud et extrêmement salé. Ces 3 facteurs sont les ennemis jurés des sonars. Dans l'Atlantique, le son voyage loin et de manière prévisible. Dans le Golfe, le son rebondit. Il tape le fond, remonte à la surface, se mélange au bruit des milliers de pétroliers et de cargos qui circulent chaque jour. C'est ce qu'on appelle la pollution sonore. Pour un opérateur sonar américain, essayer de repérer un moteur électrique iranien, c'est comme essayer d'entendre un murmure dans une boîte de nuit en plein concert. De plus, l'eau chaude crée des couches thermiques, des thermoclines. Ces couches agissent comme des miroirs. Un sous-marin iranien
peut se cacher sous une couche d'eau plus froide et devenir totalement invisible pour un navire de surface, même si celui-ci passe juste au-dessus. L'Iran connaît ce terrain par cœur. Chaque courant, chaque creux de sable, chaque variation de température est cartographiée par leur service. Ils ne jouent pas à domicile, ils jouent dans leur jardin. Ils utilisent le monde civil comme bouclier. Un sous-marin iranien peut se placer exactement sous la coque d'un pétrolier géant pour masquer sa signature acoustique. Les radars américains voient d'ici tout le pétrolier, mais ne voient pas le prédateur qui voyage dans son ombre. Parlons de ce qui fait vraiment trembler Washington, mais aussi Paris, Pékin et Berlin, le pétrole. Le détroit d'Ormuz est le goulot d'étranglement de l'économie mondiale. 20% du pétrole mondial passe par ici. L'objectif de l'Iran n'est pas de déclencher une guerre mondiale. Son objectif est la dissuasion active. En montrant ses sous-marins, Téhéran envoie un message simple au marché. Si nous tombons, vous tombez avec nous. La simple présence suspectée d'un sous-marin hostile suffit à faire exploser les tarifs des assurances maritimes. Si les assurances deviennent trop chères, les pétroliers s'arrêtent. Si les pétroliers s'arrêtent, le baril de pétrole passe de 80 à 250 $ en une semaine. C'est là que le piège se referme sur les États-Unis. En 2026, l'économie mondiale est fragile. Une explosion du prix de l'énergie déclencherait une récession pire que celle de 2008. L'Iran le sait. Chaque sous-marin positionné autour de la flotte américaine est une main sur le robinet de l'économie globale. Washington est donc forcé à une retenue extrême. Toute frappe contre l'Iran pourrait être une victoire militaire, mais un suicide économique. C'est l'option nucléaire, sans l'atome. Nous arrivons au cœur du danger. Ce que les généraux craignent le plus, ce n'est pas une décision politique de faire la guerre, c'est l'accident. Imaginez, nous sommes en plein été 2026. La tension est à son comble. Un destroyer américain détecte une anomalie sonar. L'équipage est fatigué, sous pression depuis des mois. L'officier de garde doit décider en 10 secondes. Est-ce un banc de poissons, un drone sous-marin ou une torpille iranienne en approche? Il tire. En moins de 5 minutes, l'engrenage est enclenché. L'Iran répond par des essaims de drones aériens et des missiles balistiques lancés depuis les montagnes de Zagros. Ces sous-marins, déjà en position, frappent les navires de soutien. Ce n'est pas une guerre propre, c'est un chaos total. L'Iran a une capacité de résistance que beaucoup sous-estiment. Il ne cherche pas à gagner une bataille navale, il cherche à faire durer le conflit. Plus le conflit dure, plus l'économie occidentale s'effondre. Téhéran joue sur la montre et sur la douleur psychologique. Ils savent que les démocraties occidentales n'ont plus l'estomac pour des conflits longs et coûteux. En 2026, la donne a changé. L'Iran a renforcé ses liens avec la Russie et la Chine. On soupçonne des partages de données satellitaires en temps réel. Si la Navy perd un porte-avions, une éventualité impensable il y a 10 ans, c'est la fin de l'hégémonie américaine telle qu'on la connaît. Le doute s'installerait partout. À Taïwan, en Europe, en Corée. C'est pour cette raison que Washington avance avec des œufs. La prudence actuelle n'est pas de la faiblesse, c'est une peur rationnelle de l'inconnu. Mais il y a une dimension encore plus secrète à cette crise de 2026, la révolution des robots. L'Iran a investi massivement dans les UUV, Unmanned Underwater Vehicles. Ce sont des drones sous-marins kamikazes. Ces drones sont encore plus difficiles à détecter que les sous-marins Gadir. Ils peuvent être lancés depuis de simples bateaux de pêche civils. Ils se déplacent lentement, très près du fond, et peuvent rester en veille pendant des mois. Ils sont programmés pour reconnaître la signature acoustique d'un navire de guerre spécifique. Le danger n'est plus seulement frontal, c'est une menace constante, invisible, qui sature les systèmes de défense. Comment protéger un porte-avions contre 50 mini-drones qui attaquent de tous les côtés en même temps sous l'eau? La Navy n'a pas encore de réponse définitive à cette saturation.
Cette guerre de l'ombre épuise les ressources américaines. Chaque sortie en mer devient un cauchemar logistique où il faut scanner chaque mètre cube d'eau. C'est une guerre d'usure psychologique où l'Iran marque des points sans même combattre. Ce qui se joue dans le Golfe est le symptôme d'un mal plus profond pour Washington, la fin du siècle américain. Jusqu'ici, les États-Unis garantissaient la sécurité des mers. En 2026, l'Iran prouve qu'une puissance régionale peut contester ce monopole. Si l'Amérique ne peut plus sécuriser Hormuz, que devient sa parole? La Chine regarde de très près. Si les sous-marins iraniens peuvent paralyser la Navy dans le Golfe, les sous-marins chinois peuvent-ils faire de même en mer de Chine? La réponse est probablement oui. L'Iran est devenu le laboratoire de la résistance asymétrique. Ils ont montré au reste du monde que la technologie ne remplace pas la géographie. Ils ont utilisé leurs faiblesses pour en faire des forces. Washington se retrouve face à un dilemme existentiel. Rester dans le Golfe et risquer l'humiliation, ou un conflit catastrophique, ou partir et laisser la place à un nouvel ordre régional, dominé par Téhéran avec l'appui de Pékin et Moscou. Dans les deux cas, le monde de 2026 est un monde multipolaire, instable et dangereux. La paix ne repose plus sur la supériorité d'un seul camp, mais sur un équilibre de la terreur bien plus complexe que pendant la guerre froide. C'est un angle passionnant car il touche à l'essence même de la guerre moderne, la confiance que l'on accorde à nos instruments. Voici la suite directe pour prolonger ce chapitre sur la guerre des signaux et densifier ton script. Chapitre 8, suite. L'effet miroir et la chasse aux fantômes. Mais le GPS spoofing n'est que la partie émergée de l'iceberg. En 2026, l'Iran a franchi une nouvelle étape avec ce que les experts appellent le ghosting maritime. Imaginez la scène sur la passerelle de commandement de l'USS Gerald R. Ford. Les écrans AIS, le système d'identification automatique qui répertorie tous les navires aux alentours, commencent à afficher des dizaines de pétroliers là où le radar de surface n'indique rien. Ou pire, le radar détecte des échos de vedettes rapides fonçant sur la flotte, mais les caméras thermiques ne voient que de l'eau vide. L'Iran sature l'espace électromagnétique de fausses signatures. C'est ce qu'on appelle la saturation cognitive. Dans un environnement aussi confiné, un commandant doit prendre une décision en quelques millisecondes. Si ses écrans lui disent qu'il est entouré de menaces, mais que ses yeux lui disent qu'il est le contraire, lequel va-t-il croire? En 2026, l'Iran joue sur cette faille. Ils ne cherchent pas seulement à masquer leurs propres navires. Ils cherchent à créer des navires fantômes pour forcer la Navy à gaspiller ses munitions, à révéler ses positions de tir ou, dans le pire des scénarios, à ouvrir le feu par erreur sur un navire civil. Et c'est là que le piège devient machiavélique. Ce brouillard numérique ne vise pas seulement à désorienter, il vise à provoquer ce qu'on appelle un incident blue on blue. En manipulant les signaux d'identification, l'Iran peut faire passer un navire allié pour une menace hostile. Dans la confusion d'une zone de combat saturée, le risque qu'un navire américain tire sur un allié saoudien ou britannique n'a jamais été aussi élevé. Ce que Washington commence à réaliser, c'est que toute cette technologie à plusieurs milliards de dollars repose sur une base fragile, le spectre électromagnétique. Et dans le Golfe, l'Iran a appris à tordre ce spectre, à le plier pour en faire une arme de confusion massive. On ne se bat plus contre une armée, on se bat contre une illusion où la réalité physique n'est plus synchronisée avec la réalité numérique. Pour bien comprendre, il faut s'imaginer la vie à l'intérieur de ce labyrinthe d'acier. Un porte-avions comme le Gerald R. Ford, c'est une ville qui ne dort jamais, baignée dans une lumière artificielle 24 heures sur 24. Mais en 2026, cette ville est devenue une cocotte minute. Dans les coursives, le sujet de conversation est unique. L'ombre sous la coque. Les marins savent que leur navire est le trophée ultime.
Pour un jeune matelot de 19 ans derrière une mitrailleuse de pont, chaque barque de pêcheurs qui s'approche un peu trop vite n'est plus un simple civil. C'est une menace kamikaze potentielle. On appelle cela l'hypervigilance. Le cerveau humain n'est pas programmé pour rester en mode survie pendant des mois sans interruption. Les psychologues militaires tirent justement la sonnette d'alarme. Avec le manque de sommeil et la répétition des fausses trades alertes, les temps de réaction s'allongent ou, au contraire, deviennent impulsifs. C'est là que le danger devient critique. La différence entre une interception réussie et un crime de guerre qui embrase la région, elle tient dans l'index d'un marin épuisé qui a mal interprété un mouvement. L'Iran pratique ce que certains appellent la tactique de l'épuisement par le vide. Il crée des situations d'urgence, puis plus rien. Il s'approche de la zone d'exclusion, force les chasseurs américains à décoller en urgence, puis font demi-tour juste avant la ligne rouge. C'est un balai épuisant et coûteux. Un décollage de F-35, c'est des dizaines de milliers de dollars et des heures de maintenance. Pour l'Iran, c'est juste quelques litres d'essence dans une vedette rapide. À Washington, on réalise que l'Iran ne cherche pas à briser l'acier du porte-avions, mais à briser la volonté de ceux qui le servent. Si vous maintenez une force de frappe dans un état de tension extrême, sans jamais passer à l'action, elle finit par se consumer de l'intérieur. Les démissions augmentent, le moral chute et la question finit par se poser au sommet de l'État. Peut-on vraiment maintenir une présence permanente dans un environnement où nos soldats sont les otages psychologiques d'un ennemi qui refuse le combat frontal? En 2026, la marine américaine ne se bat plus contre une flotte adverse. Elle se bat contre le burn-out collectif de ses propres troupes. Et dans ce jeu d'usure, l'Iran, qui est chez lui, qui rentre dormir chaque soir dans ses bases côtières, possède une arme que les États-Unis n'ont pas, la patience infinie. Les psychologues militaires tirent la sonnette d'alarme. Avec le manque de sommeil et la répétition des fausses alertes, les temps de réaction s'allongent ou, au contraire, deviennent impulsifs. C'est là que le danger devient critique. La différence entre une interception réussie et un crime de guerre qui embrase la région, elle tient dans l'index d'un marin épuisé qui a mal interprété un mouvement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces villes de missiles ne sont pas de simples hangars. Ce sont des complexes fortifiés, creusés à des centaines de mètres sous la roche des monts Zagros, reliés par des tunnels ferroviaires. L'Iran peut déplacer ses lanceurs en interne, les faire sortir par une gueule de tunnel, tirer et les remettre à l'abri avant même qu'un satellite américain n'ait pu verrouiller la zone. C'est une base de lancement invulnérable aux frappes aériennes classiques. Mais le vrai cauchemar pour l'état-major américain, c'est ce qu'on appelle le paradoxe d'Aegis. Le système Aegis, c'est le bouclier informatique qui protège la flotte. Il est incroyablement performant, mais il a une limite physique, le nombre de ses missiles intercepteurs. Imaginez le calcul mathématique de l'Iran. Il lance 200 drones low cost, qui coûtent que le prix d'une voiture familiale. Pour les arrêter, le Gerald R. Ford et ses destroyers doivent utiliser des missiles intercepteurs qui coûtent, eux, 2 millions de dollars l'unité. Une fois que vos soutes à munitions sont vides pour avoir abattu des drones en plastique, vous faites quoi quand les vrais missiles de croisière hypersoniques arrivent? Vous n'avez plus rien pour vous défendre. C'est ça, la saturation. On ne cherche pas à percer le bouclier par la force. On cherche à le vider de ses munitions. En 2026, l'Iran a transformé le détroit d'Ormuz en une kill zone multicouche. Sous l'eau, les sous-marins poussent la flotte américaine vers des couloirs de navigation précis. En surface, les essaims de vedettes rapides harcèlent les flancs. Et depuis la terre, les radars de défense côtière verrouillent les cibles. À ce stade, la supériorité technologique ne sert plus à rien, car vous êtes dans un environnement où l'adversaire contrôle tous les angles de tir. C'est la fin du concept de projection de puissance tel qu'on l'a connu au XXe siècle.
Autrefois, approcher un porte-avions des côtes ennemies suffisait à faire tomber un gouvernement. Aujourd'hui, approcher le Gerald R. Ford des côtes iraniennes, c'est comme faire entrer un géant dans une pièce remplie de fils invisibles reliés à des explosifs. Washington le sait. Dans ce couloir de la mort, il n'y a pas de victoire nette possible. Il n'y a que des scénarios où le coût de la bataille dépasse de loin la valeur de l'enjeu politique. En 2026, la marine iranienne n'a pas besoin de couler le navire amiral américain pour gagner. Il lui suffit de prouver qu'elle peut le faire. Et ce simple doute, cette certitude du danger total, c'est la plus grande défaite stratégique que les États-Unis aient connue depuis des décennies. Imaginez le calcul mathématique de l'Iran. Il lance 200 drones low cost, qui coûtent que le prix d'une voiture familiale. Pour les arrêter, le Gerald R. Ford et ses destroyers doivent utiliser des missiles intercepteurs qui coûtent, eux, 2 millions de dollars l'unité. Une fois que vos soutes à munitions sont vides pour avoir abattu des drones en plastique, vous faites quoi quand les vrais missiles de croisière hypersoniques arrivent? Vous n'avez plus rien pour vous défendre. C'est ça, la saturation. On ne cherche pas à percer le bouclier par la force. On cherche à le vider de ses munitions. En résumé, l'Iran n'a pas besoin de couler des navires pour gagner. En 2026, la simple capacité à le faire suffit à paralyser la première puissance mondiale. Les sous-marins invisibles ne sont que la pointe de l'iceberg d'une stratégie globale qui vise à épuiser l'adversaire de l'intérieur. Washington temporise, calcule, hésite, et dans ce silence diplomatique, l'incertitude devient l'arme la plus puissante de Téhéran. Nous sommes entrés dans une zone grise où le moindre faux pas peut changer le cours de l'histoire pour les décennies à venir. Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que les États-Unis vont finir par se retirer du Golfe? Ou est-ce que l'accident est désormais inévitable? Votre avis m'intéresse énormément, alors dites-le moi en commentaire. Je lis tout et j'ai hâte de débattre avec vous. Si vous voulez d'autres analyses de ce type, des décryptages sans filtre sur les coulisses de la géopolitique mondiale, abonnez-vous à Global Media Channel et activez la cloche. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Merci de votre fidélité. C'était Global Media Channel, l'info sans filtre. À bientôt.